Chers collègues, bonsoir à tous. Très heureux de vous retrouver connectés. Euh, Docteur Bilunga, est-ce que vous pouvez me donner l'autorisation de commencer? C'est vrai que c'est moi le modérateur, mais je vais quand même avoir ton feu C'est vert. bon, là. Monsieur le modérateur, merci beaucoup pour l'honneur que vous nous faites. Cette session est entièrement sous votre contrôle. Je n'interviendrai plus, merci. OK, merci. Je vais donc ouvrir ma caméra pour le début. Aujourd'hui, nous allons avoir une heure de discussion sur la diphtérie. Je suis très sûr que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu l'occasion de rencontrer au cours de la formation de médecine un cas de diphtérie. Et donc, comme c'est des maladies qui sont en train de ressurgir avec une situation assez préoccupante en Afrique de l'Ouest et même au Nigeria, nous avons trouvé important de nous rafraîchir les connaissances théoriques et avec un cas pratique à propos d'un cas qui a été notifié et investigué ici au Cameroun. Et pour en parler, j'ai avec moi trois experts dans leur domaine, avec, avec en premier le docteur Nestor Atangana de la direction de la lutte contre la maladie qui va nous présenter le cas suspect de diphtérie qui a été notifié et investigué ici à Yaoundé. Et nous allons avoir l'opportunité d'écouter aussi le docteur Austin Adjoku du Nigeria, de Nigerian CDC. Vous allez l'excuser, lui, il va probablement s'exprimer en anglais. Et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de soucis à ce qu'il s'exprime en anglais. Nous sommes un pays bilingue. Et d'ailleurs, pour l'ensemble des participants qui voudront prendre la parole pendant la phase d'échange, vous avez la liberté de vous exprimer en français ou en anglais selon la langue dans laquelle vous êtes confortable. Nous allons aussi écouter le docteur Raoul Kamadieu qui va nous entretenir sur la gestion d'une épidémie de diphtérie et avec aussi un focus sur la surveillance de la diphtérie pour nous au Cameroun qui ne surveillons pas encore la diphtérie parce que jusqu'alors, c'est une maladie pour nous qui ne posait pas un problème de santé publique et qui n'était pas sous surveillance. Et enfin, nous allons écouter le docteur Jean Voisin Tagebouy. Voilà, pour donner son avis d'expert indépendant sur la question. Et comme j'entends des bruits de fond, c'est aussi l'opportunité pour moi de rappeler quelques règles que nous devons observer avant de commencer notre webinaire. Euh, voilà. Donc, euh, en voyant la bande passante, je trouve que après la phase de présentation des panélistes, puisque je vais leur donner la parole tout à l'heure pour qu'ils se présentent eux-mêmes en activant leur vidéo, nous allons tous fermer nos vidéos pour nous donner une bande passante suffisante pour suivre ça de manière fluide. Et ensuite, je vous prierai de vérifier à chaque fois. Ah, il n'y a pas de son. Ah, vous devez vous confirmer qu'il n'y a pas de son des autres participants. Nous suivons très bien. Il y a le son du côté de Garoua.
Il y a le son. Donc, je suppose que c'est une question de connexion Internet. Je réitère donc ma recommandation pour ceux qui ont encore les caméras ouvertes de les fermer pour qu'on ait une discussion plus fluide au cours du webinaire. Donc, je vous prierai aussi de vérifier à chaque fois si votre écran est fermé lorsque vous n'avez pas la parole. Donc, merci encore pour chacun de vous et je vais donner la parole à Dr Nestor Atangana de se présenter lui-même comme il l'entend en activant sa caméra pour qu'on le voie. Dr Atangana, vous avez la parole. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole donnée. Vous l'avez déjà dit, je suis Dr Atangana Nestor. Je suis médecin de santé publique en service à la direction de la lutte contre la maladie. Donc, je serai l'un des panélistes et je vais soumettre à l'appréciation de la séance le cas clinique suspect de diphtérie. Oui, très bien. Merci, docteur Atangana. Je vais passer au suivant. Dr. Raoul, can you please introduce yourself if you want in English or in French, as you are comfortable? Absolument, bonjour et bonsoir en fonction de là où vous vous trouvez. J'espère qu'on m'entend bien. On vous entend 5 sur 5, docteur. Merci. Je suis le docteur Raoul Kamadjou, je suis un épidémiologiste camerounais travaillant à l'UNICEF et actuellement basé à New York. Merci. Okay, and the last panelist before Jean Voisin. Oui, nous l'avons sûrement pas. Docteur Tagebwe, est-ce que vous êtes là? Je vous cherche. Hein. Si vous pouvez activer votre caméra, on vous voit et vous vous présentez également. Je suppose qu'ils vont venir nous rejoindre tout à l'heure. On a peut-être quelques petits soucis techniques pour les faire connecter. Mais je propose tout de suite que nous ayons la connaissance du cas, notre cas qui va un peu alimenter notre discussion avec Dr Atangana de la direction de la lutte contre la maladie. Vous avez la parole. Et maintenant, je vais fermer la vidéo pour vous permettre d'avoir une connexion fluide. Merci, vous, monsieur le modérateur. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole donnée. Avec votre permission, j'aimerais, lorsque les diapos seront en train d'être défilés en français, j'aimerais faire la présentation en langue anglaise, si cela vous convient. C'est parfait. C'est ce qu'on aurait, c'est ce qu'on avait souhaité. D'accord, merci. Alors, merci une fois de plus de nous passer la parole. C'est un honneur pour moi de soumettre à l'appréciation de la séance la présentation clinique du cas suspect de diphtérie à Yaoundé. Avant de poursuivre avec la présentation, nos remerciements vont à l'endroit des cliniciens et différents cliniciens qui ont reçu le cas et avec lesquels nous avons discuté pour avoir l'information et pour pouvoir détecter. Alors, diapo. So actually, it is a 7-year-old male living in Gousso in Yaoundé who had only one contact with vaccination in the first weeks of life. The mother was not able to give detailed information about the vaccination status. She was not really sure about the number of doses of vaccination the child received. So the disease started with fever and fatigue from the 2nd of November.
Then the mother gave anti-malaria and non-steroidal anti-inflammatory drugs. And the evolution under that management was marked by the persistence of fever, inability to swallow, neck swelling, raucous cough, hypersalivation, dysphonia, full breath, snoring, and difficulty to breathe. So that led the mother to consult at a private hospital in that is Clinique Sainte-Thérèse in Jongolo district. The child was examined and echography done, and the physician concluded of a tonsillitis and directly transferred the child to the central hospital for an appropriate management by an otorhinolaryngology service. Slide. So the clinical presentation at the entrance in the Central Hospital showed a ill-looking patient with fatigue, anorexia, and weight loss. On the physical examination, they find a systemic response inflammatory syndrome with fever, tachypnea, and tachycardia. Moreover, he had also a respiratory distress syndrome with an intercostal growing, paradoxical breathing, and hypoxemia. Also, there were pharyngeal signs like aphasia, hypersalivation, tonsillar swelling, area of necrosis, and false membrane. On the inspection of the neck, there was cervical polyadenopathy with bald neck appearance patient. So here we have the images of the case. The first image on the left is showing how the neck is swollen. The second one is showing the swollen tonsil and uvula. And the first membrane. On ne voit pas les images. On ne voit pas les images. Okay, Dr. Atangana, vous êtes en train d'écrire IA. Yes, okay, that's fine. Continue, okay. Please. Thank you, because I'm not the one giving the slide. The presentation is being done by the IT. Thank you. So as I was saying, on the image, you can see on the left, the neck is swollen. At the middle, we have swollen tonsil and uvula, and the false membrane for the last picture. And it is that clinical presentation that lead the clinician to think about diphtheria among other diagnoses. So those are the diagnoses that were made not only in the central hospital, but also in the different health facility the child went to. We will give the precision that the child went to 4 different health facilities. So they talk about tonsillitis, sore throat, infectious mononucleosis, respiratory distress due to cervical cellulitis, as well as diphtheria among the different diagnoses. So in the central hospital on the 7th of November, there was a sampling done. And the laboratory isolate under culture Haemophilus influenzae. The clinician required from the laboratory a research of Corynebacterium diphtheria, but unfortunately, the specific milieu is not available in Cameroon, and they were not able to say whether it was a case of diphtheria or not. This is the treatment the child received in Central Hospital. They give antalgic, they give corticosteroid, antibiotic, specifically amoxicillin and clavulanic acid, metronidazole, and gentamicin. The child received also oxygenotherapy and was released after 5 days of management with a temporary improvement. We will give the precision that the child was not isolated in that health facility, even in the first health facility where he was received. And a few days later, as we were discussing with the team that managed the case, because by the end they were really thinking about the diphtheria, and we were contacted by a colleague from Central Hospital, and
then we contact the family, and the information we got was that the child became more asthenic with the persistence of dysphagia. He was not able to swallow appropriately. So he consulted in another health facility and received gentamicin, ceftriaxone, amoxicillin, and clavulanic acid for the diagnosis of sore throat. So by that stage, when we got the information, we recommend a Docteur transfer. Tangana, en tout cas, la diapo ne concorde pas avec ce que vous dites. Donc, on ne sait pas si Haïti peut accélérer dans la présentation. There is a delay due to network. I think there is a delay, and it's not synchronous. For the next presenter, I will ask for the presenter to manipulate the slide himself. Okay, thank you. So please continue. Thank you. So actually, the child is being hospitalized in Central Hospital. Now, I think you must have the slide who is talking about what was done. Okay, yes, the right slide. Okay, so what was done is the child is isolated in Fondation Chantal Biya, and he is actually managed by the clinicians. And for the public health aspect, an investigation is there is an investigation going on as far as vaccination coverage survey in the area where the child is living. So what we can say is that among the weakness and the difficulties of the management of this case, we have late detection, the sampling that was done after many antibiotic taken. Clinician like, what the comment we want to make is that usually clinicians like when they have the full clinical presentation before they talk about this kind of diagnosis. And also one of the major difficulty was the lack of confirmation ability in the country, because there was not the specific milieu in Central Pasteur Cameroon. I think now you must have the slide with the map just to show where the child went. In red, you have all the health district in Yaoundé, where the child was consulted in the different health facility, Djungolo, Vogada, Cité Verde, and Oja. So this shows that if it is really a case of diphtheria, it means the spread must have been very important. And this showed the importance of early detection in the hospital that passed through the knowledge of case definition. So we are at the end of this short presentation. We thank you for your attention, and I will give back the floor to Mr. Moderator. Thank you. Thank you very much, Dr. Tangana, for this case report, comprehensive case report. Want to congratulate you for your English. I'm sure that is better than for me. Let's move to the next stage, but I want to be sure that Dr. Austin and Dr. Tagebwe has joined us. If they can just notice us if they are with us. Good afternoon, everyone. Dr. Austin is here. Okay, Dr. Austin, can you introduce yourself and open your camera? Oh, okay. Have a brief presentation of introduction of yourself, and then you will follow by your presentation. Okay. Good afternoon, everyone. My name is Dr. Austin Ajogu. I'm a consultant public health physician and epidemiologist. I work with Department of Public Health, Federal Capital Territory, Abuja, and I am the incident manager for diphtheria response in this region. Thank you for having me. Thank you very much for being available for us, Dr. Austin. And I want to apologize for who doesn't understand English, but I suppose that Cameroon is bilingual. Unfortunately, we cannot translate in real time to French. I would advise you to activate the transcript. If you can follow the transcript in English, it will be better.
J'étais en train de dire que nous n'avons pas prévu une traduction simultanée en français pour ceux qui ne vont pas comprendre l'anglais, mais vous pouvez activer la transcription en bas de votre écran pour suivre la présentation orale en anglais sur votre écran. Mais nous pensons que le Cameroun étant bilingue, vous n'aurez pas de difficulté à suivre la présentation en anglais. My apology, Dr. Austin. You can go on now. Okay. Thank you. Good afternoon, everyone. Once again, I just want to thank you for inviting us to. Okay. So sorry again, Dr. Austin, because one of our participants is in N'Djamena in Chad Republic. Okay. Je voudrais m'excuser, j'avais supposé que tout le monde venait du Cameroun. S'il vous plaît, je m'excuse vraiment. Nous sommes très heureux d'avoir les collègues du Tchad. Je vais faire un bref résumé en français lorsque ça sera terminé. Merci beaucoup. We are all set now, Dr. Austin. Go on. Thank you. Okay. All right. Thank you. Sorry for that interruption. The Nigerian CDC may be referring to us because of what we've done. And if you may recall, it is better to prepare before an outbreak, because if you prepare during an outbreak, the response will not be as expected as when you prepare before an outbreak. And because if you prepare before an outbreak, you'll be able to break the chain of infection easily than preparing during an outbreak. So what we have done, I'll give you what we have done over the period that we've had diphtheria. Diphtheria started in Nigeria around 2022, late 2022 towards early 2023. And since then, we've been responding. So I'll give you a brief of what we've done in both surveillance and other activities. Thankfully, what has helped us is over the years we've been preparing, we have already emergency operations center where we stay to discuss about outbreak. We look at the both event-based and indicator-based surveillance. We look at what is coming in, the data that is coming in, or any event that is coming in. We have a situational awareness desk that we always look at every situation that comes around. And because of that presence of emergency operations center that is always in one mood or the other, is in watchful mode in some diseases, in alert mode for some other diseases, and response mode for already outbreak. So we're already in the move. I've already moved from watchful mode to response to alert mode during early in the year when we had about diphtheria outbreak in the northern part of the country, specifically Kano and Yobe State, and one other state in the south, Osun State. So we did a risk assessment because of the dynamic nature of the Federal Capital Territory, Abuja. We did a risk assessment, risk of importation and risk of having a diphtheria in our environment. We used data. We also used multi-indicator cluster survey to look at the vaccine coverage. And we discovered that there's low vaccine coverage and there's possibility of importation because of the dynamic nature of the capital city, and other states around us come to the capital city to receive treatment. And when we discovered that the risk was quite high, we enhanced our surveillance, and that is exactly what helped us to detect the first case that we detected. So briefly, what is diphtheria? Is a toxin produced by bacteria, Corynebacterium diphtheria, and thankfully is a vaccine preventable disease. Over the years, we have not been having diphtheria because of vaccine. But I think that this few period that we had cohort of children that have not received vaccination, maybe due to the break during COVID-19, when there was a break in essential services. So we have a cohort of children that have not received these common vaccines. And also over the years, the vaccine coverage has been going down. Then the COVID-19 came to exacerbate the situation. And that is why we're having children without even having a dose of this antigen. And despite the availability of this safe and cost-effective vaccine in the country, majority of the confirmed cases in this ongoing outbreak are unvaccinated. So you can imagine cohort of children that have not been vaccinated. So why wouldn't they have these vaccine preventable diseases? Next slide.
So we use this case definition, the suspected case, any person with an illness of upper respiratory tract infection characterized by the following: pharyngitis, nasopharyngitis, tonsillitis, and laryngitis, and adherent pseudomembrane of the pharynx or any of those areas. And it is classical to note that the pseudomembrane, the whitish pseudomembrane or gray pseudomembrane, we need to see it. Sometimes they come with bull neck, that like the case presented here. And the laboratory confirmed case is those ones that we collect sample and send to the lab, and they confirm that that they are positive for the diphtheria. Another thing we need to look at is the epidemiological link, because if you have a case in any area, we'll look at the environment to do active case search, to search for other cases in that environment. Like the case that was just reported here, I think there's need to do active case search in those environments, because this could be an iceberg phenomenon. Next slide. All right, this is what you see, just like what the other presenter presented. That see the pseudomembrane, sometimes they come with bull neck, that whitish area in the larynx and the pharyngitis. So see, this is exactly what they see. And if it's not treated, it could lead to respiratory distress, and the child might just give away while we're waiting. Next slide. So this mode of transmission, it's passed from person to person through droplets from coughing and sneezing, and in an environment overcrowded everywhere, and children play around. And also health workers can also be affected, those that are managing these cases with inadequate infection prevention and control practices. And what we've been doing so far is that those that are we have those doctors, health workers that are managing cases after management to provide reactive vaccination, because we don't want health workers to come down like what we had in COVID-19. Next slide. Yeah, prevention, adequate surveillance, like we need to do adequate surveillance for existing cases through active case search in the communities. You will enlist the contacts, you follow up contact tracing and monitor them. Those that are sick, you link them to care. We also provide vaccination within that area, or whether vaccination, normal vaccination or reactive vaccination within that area to improve herd immunity in that settlement, in that community. That's another way of preventing it. And we need to note that surveillance for diphtheria is case-based. We need to identify all the cases and report them, fill case investigation form, and collect swab before treatment, collect swab before commencing antibiotics. In Nigeria, so far, the last few weeks, from AP week 44 to 45, we have had 728 suspected cases from 10 states and 55 local governments. We confirmed 500 within that week at 68.6%. Laboratory confirmed was 0. Epidemiological link was 43. Clinical compatibility 457. So we need to look at all those things. We don't want to continue to wait for lab confirmation before we will say it's diphtheria or not. Because if a doctor says that this is diphtheria, we'll take it as to be diphtheria. Or if there's anybody in that locality that has come down with the classical signs of diphtheria, we also look at epidemiological link. These are the ways we'll be able to pick up the cases. And even during those periods from 2022 to 2023, we have had more than 18,000 cases from 34 states and 274 local governments. Next slide. So this is also the table that have shown us what the cases we've seen so far. In previous week, in week 44, we've had suspected cases of 524, sample collected 75, confirmed cases 373, deaths confirmed 3, that case fatality ratio 0.8% from 4 states and 27 local governments. But maybe because of intensive surveillance, it has come down in the previous week with 45 to 204. Then so sample collected from 36, confirmed 120, 27, then death 1. CFR is 0.7. Then cumulative over the weeks from week 1 to week 47 is more than
18,000, with 11,190 confirmed from laboratory confirmation 288, epidemiological link cases 219, clinical compatibility more than 10,000. So this is what has helped us to be able to pick cases and also treat them. And thankfully, those cases, if you pick them and administer antibiotics and diphtheria antitoxin, they do well. Next slide. So this one is a case, the national case. But what have we done in our region, Federal Capital Territory? Like I said, because of the risk assessment we did, we heightened risk surveillance. On the 26th June 2023, our public health EOC will receive a laboratory confirmation of diphtheria infection from one sample we collected from a 4-year-old unimmunized child who reside in one of the communities in the area. And the cases we have had is between the ages of less than 1 to 48, so it can affect anybody, but most commonly among children. So within 24 hours, we activated our emergency operations center. It's always on one mood, from one mood to the other. It was already in alert mode, but as soon as we received this confirmation, we moved it to response mode. And as soon as we removed that EOC, emergency operations center, to response mode, we activated incident management system. And with this incident management system, we created about 8 structures: the epidemiology and surveillance pillar, the case management and infection control pillar, risk communication and community engagement, laboratory pillar, logistics, vaccination, and research. These are multi-stakeholder engagement. We involved everybody, involve all the necessary pillars, so that case management, as soon as the surveillance picks a case, we link them to care, and also follow up the other, we'll do contact tracing and provide active case search. So in the previous week, I've had 7 suspected cases in the region. Sample collected. We have not confirmed anyone in that last week. Pending is 9 in the lab. The area council reporting that last week is 1. Reporting facilities is 2. No death and 0 case fatality ratio. For the period we started this response, we have been able to investigate 124 cases, sample collected from 120 cases. We have confirmed 12. Out of these, there's still 9 pending in the laboratory. Reporting what we have been able to identify the reporting what about 20 of them, and 30 health facilities that have been reporting. From the laboratory confirmed cases, those that have died and confirmed to be diphtheria, we have lost 2, case fatality ratio of 25%. Next slide. So this is the classification of cases. Suspected cases, we have had 124, confirmed 12, and these confirmed, laboratory confirmed 8, clinical compatibility 4, epidemiological link 4. So discarded cases suspected, but they came out negatives 103, pending cases 9, and no unknown case. So this is how we classified our cases so far. Next slide. So this is the epic curve of the response. It has always been going up and coming down. This week will be free. The next week we see a lot of cases in some settlement. It has been moving from one settlement to the other. But what we have done, we've been able to trying to localize it, so that we are going to be a localized a response to the outbreak. Next slide. So this is the age range, the age-sex ratio of those that came down with the disease. Male to female ratio is 1:1, but commonly affects 0 to 9-year-old children. So about 70% of the cases are this age group. That shows is mostly common among children, and mostly children that are unimmunized, that have not even received any dose of the antigen, which is not really too good. Next slide. So what have we been doing? We have been able to leverage on some of the activities going on in the community to improve our active case search. During the early months of the response, we had an active case search in the affected communities. And it lasted for more than from July to August. And we visited 117,309 households and sensitized more than 600,000 individuals
and provided vaccination in those communities that came around. We also did the same thing last week from 18th to 24th of November. We also did another round of active case search. We went from house to house. We leveraged on the National Immunization Plus days because they move in teams. So we have surveillance team join them so that they move with them while they are providing vaccination. Surveillance are also searching for priority cases, priority diseases. So we're able to visit houses and also be able to pick cases and refer them to link them to care and collected samples sent to the lab. So other actions we've done so far, we have trained health workers to increase the index of suspicion for early detection, because if you detect it early, it will help you have a better outcome. We also train community informants, ward focal person, community focal person, and disease surveillance and notification officers to be able to detect these cases in the community and report. We have also been able to provide diphtheria antitoxin. This was supported, given to us by the Nigerian CDC to support case management, because we discovered that even though those that come down with the disease, by the time they report to the hospital, they have taken one antibiotics or the other. So as soon as they are given a diphtheria antitoxin, they do better. Even when the results will come out negative, sometimes they come out better. So we have been able to provide this diphtheria antitoxin and other antibiotics in preparation for cases in the hospital, and also designated certain hospitals as treatment centers so that they wouldn't have problem providing care. We've also trained laboratory scientists to be able to go to the communities to collect sample and transport it to national reference lab. We have also trained health workers on infection prevention control so that health workers will not come down with the disease as well. We have also established treatment centers in all the area councils or local government so that you'll be very close to the community when the cases are coming up, and it has helped so much in the management of cases. Next slide. All right. We have done all this. That does not mean we don't have challenges. We have had, these are some of the challenges we've had. One of it is some of the cases present very late in the health facility. And when they present very late, the outcome will not usually be poor. And there's also poor knowledge about the disease in the community. We had a story of a child, a 9-year-old child, whose parents saw the pseudomembrane on the throat of this child, and one health worker in the community pulled out the pseudomembrane, and the child bled to death. So there's poor knowledge about the disease in the community. We need to continue to sensitize our community members to present early in the health facility. The earlier they present, the better the outcome. And there's also low immunization coverage in most of the affected communities. We need to continue to provide vaccine for all these children so that we're going to improve herd immunity. The immunization coverage is quite low, so we need to continuously provide immunization to improve herd immunity. And we have also noticed that there's high vaccine hesitancy among our community members. There was a community engagement we had, and right there, the community members were telling us there was no need to take vaccine. And sometimes they will say that the vaccine prevents causing fertility, and that's why they are preventing their children from taking the vaccine. So there's need to continue to educate them so that our people will be able to take this vaccine, which is safe and effective. And there's also, we need to always continue to provide information, education, and materials, health education materials for the health facilities so that we'll continue to provide care. Our next step is to continue our active case search in the communities to break the chain of infection and also link them to care, because we have trained health workers who are willing and ready, dedicated to take care of the children, and also to improve vaccine coverage. We have we are working with the state immunization officers and primary health care board such that they are providing reactive immunization to all the communities and also to health workers. So we are all working in collaboration to ensure that we bring the immunization. Radio Jingle, we're also going to the radio houses to educate people about the disease. We're also engaging community leaders to let them know that if any child is coming with such disease, they should link them to, they should just give us a call
We have provided our phone numbers so that they can call us if there's any. We'll go and investigate. And if we think it's diphtheria, we'll provide care or link to care or investigate. We have been able to localize the response at the area councils. We have trained the area council disease surveillance officers to localize it in their area so that they will be able to mount surveillance in those communities. We have been able to make it such a way you see something, you report, you say something, and it has been helping us so far. Thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Austin, for this comprehensive presentation on your feedback on the diphtheria response in Nigeria. It will be helpful for us. For our next presenter, I wanted to notice that there is only 20 minutes left in our agenda, but I would like to have a brief summary in French. Je voudrais vous faire juste un petit résumé en français. D'abord, pour la première présentation de Dr. Atangana à propos d'un cas suspect de la diphtérie notifié ici à Yaoundé chez un enfant de 7 ans faiblement vacciné qui a eu un parcours typique d'un cas d'infection respiratoire aiguë, d'infection respiratoire haute avec l'apparition de pseudomembranes et qui est aussi considéré maintenant comme un cas suspect de rougeole, mais les dispositifs de surveillance, notamment les capacités de laboratoire, ne permettent pas aujourd'hui d'avoir une confirmation bactériologique de ces cas de diphtérie. La présentation du Nigeria est plus un résumé de la situation épidémique où les cas depuis 2022 ont été présentés. Tel que je l'ai relevé, il y a eu, comme en résumé, ce que j'ai retenu, environ 18 000 cas depuis l'année dernière dans 34 États, 274 LJE. Avec une confirmation, c'est 11 214 et 572 décès, donc 5,1% de létalité. La présentation du Nigeria est surtout revenue sur le dispositif de surveillance et aussi le dispositif de riposte autour d'un système de gestion des incidents avec le composant comme la prise en charge des cas, la communication des risques, le laboratoire, la logistique, la vaccination, et aussi la recherche autour de cette épidémie. Il est aussi revenu sur les principaux facteurs de risque, notamment la non-vaccination de la plupart des enfants qui ne sont pas vaccinés et aussi l'âge inférieur à moins de 9 ans qui constitue plus de 60% des cas qui ont été notifiés et confirmés. Il a aussi parlé des défis et des prochaines étapes pour cette réponse à l'épidémie de la fièvre jaune. Et parmi les défis, c'est surtout la détection très tardive des cas avec, pour la plupart, des prélèvements qui s'effectuent après une antibiothérapie et qui force un peu et qui rendent difficile la confirmation bactériologique des cas. J'espère que j'ai été suffisamment résumé pour vous donner l'essentiel. Nous allons passer à la prochaine présentation qui va justement nous dire comment s'organise la surveillance de la diphtérie et également la prise en charge des cas de cette diphtérie-là. J'espère que la présentation sera maintenant en français. Nous allons switcher de langue. Et je rappelle maintenant qu'il nous reste 16 minutes normalement sur notre agenda avant la clôture de cette session. Donc, Dr. Raoul, merci de nous faire votre présentation d'une façon résumée, mais assez complète pour qu'on le comprenne. À vous. Merci. Je ne sais pas si je dois partager mon écran ou bien c'est le IT qui doit. C'est à votre convenance, mais je pense que pour que les diapositives correspondent à la description que vous faites oralement, c'est mieux que vous manipuliez votre écran, même si vous avez une bonne connexion, et je présume que oui. Merci, mais je me rends compte que je n'ai pas la possibilité de partager mon écran. Parce que je vois aussi. Ok, sorry. Ok, IT, est-ce que vous pouvez partager l'écran pour nous? Ou alors autoriser le partage. Voilà. Oui, docteur Chancelier. C'est encore mieux. Docteur Chancelier va faire le partage pour nous. Monsieur le modérateur, demande à l'IT d'autoriser le partage. Merci. Ah, ok. À l'IT, bon, l'autre peut autoriser le partage, moi aussi, donc je peux le faire. Partager l'écran, c'est autorisé. D'accord, merci, je le fais.
Je suppose que vous voyez mon écran là maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, nous le voyons. Si vous pouvez passer en mode diapositive, ça serait encore bien visible. Parfait, merci. Bon, madame, la présentation est écrite en anglais, mais je vais la faire en français. Donc, je vais aller rapidement. C'est une présentation qui tombe bien parce que avec les présentations précédentes, quoi. Donc, en fait, ce que je vais vous donner, c'est un peu une vue, disons, superficielle, mais assez appropriée du preparedness, disons, de la préparation à une épidémie potentielle de diphtérie. Donc, je vais commencer un peu par une situation générale de la diphtérie en Afrique. Et jusqu'à présent, disons, d'octobre à novembre 2023, 6 pays ont confirmé des épidémies. Le Nigeria, évidemment, le Niger, l'Algérie, la Guinée et la Mauritanie. Et très récemment encore, l'Afrique du Sud, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui se trouve à notre droite là. Et comme on l'a entendu précédemment, la majorité des cas sont surtout chez les enfants et la non-vaccination est le facteur de risque essentiel. Et l'épidémie au Nigeria, c'est l'une des plus larges épidémies de diphtérie récentes. Mais il y a des pays en Afrique qui ont eu des épidémies aussi, peut-être pas aussi larges que celle du Nigeria, mais des grosses épidémies quand même. L'Éthiopie est par exemple un des cas qui a eu une épidémie de plus de 4000 cas en 2021, dont on n'en a pas beaucoup parlé. Et l'épidémie au Nigeria nous rappelle de façon très claire, n'est-ce pas? Et comme des épidémies précédentes, il y a eu des grosses épidémies au début des années 90 dans les républiques de l'Union soviétique. Donc, en fait, ces épidémies démontrent clairement que la diphtérie peut réémerger de façon extrêmement massive. Le graphique que vous voyez en bas là, montre un peu les cas reportés à travers le Joint Reporting Process de l'OMS et de l'UNICEF. Donc, vous voyez, il y a eu une très grosse variabilité, tout simplement parce que ces cas reportés sont extrêmement incertains. C'est un report volontaire. Et la carte que vous voyez à votre gauche représente juste les pays qui, jusqu'à présent, d'octobre à novembre 2023, ont rapporté des cas de diphtérie. Mais quels sont les éléments de risque de la diphtérie? On en a déjà parlé. C'est une maladie qui est d'abord rare, il faut le dire, et tout simplement à cause du succès de la vaccination. Et donc, c'est une maladie qui avait vraiment diminué en incidence au cours des années qui ont suivi l'introduction du vaccin ou la mise en route des programmes élargis de vaccination. Mais c'est une maladie qui reste extrêmement infectieuse. Si on prend un peu le R0, c'est-à-dire le nombre de cas secondaires qui peuvent être générés par un cas primaire lorsque la population n'a pas d'immunité, c'est environ 6-7. Donc, c'est assez élevé. Et ceci signifie que pour supprimer les épidémies de diphtérie, il faut une couverture vaccinale d'environ 83 à 85%. Et lorsqu'on regarde les couvertures nationales de la plupart des pays, on dit très souvent que le Penta 3, c'est 80-83%, mais on sait bien qu'au niveau sous-national, il y a des disparités très grandes en matière de couverture. Et là, comme on l'a déjà appris, la maladie vient essentiellement du fait qu'on n'arrive pas à vacciner les enfants. Il y a une accumulation des enfants qui restent susceptibles. Les épidémies affectent essentiellement les enfants et ça traduit les couvertures de vaccination assez basses. Mais il faut aussi dire que les épidémies de diphtérie peuvent arriver même dans les contextes de bonne couverture vaccinale, mais très souvent, ces épidémies arrivent dans les populations de jeunes adultes, tout simplement parce que le vaccin contre la diphtérie confère une immunité qui, au fil du temps, diminue environ 10, 15, 20 ans. On a une diminution de l'immunité. Donc, on a vu des épidémies en Europe qui affectaient les étudiants, les prisons, vraiment les jeunes adultes, dû à une diminution de l'immunité au cours du temps. Les communautés ont une connaissance très faible de la maladie, tout simplement parce que la maladie est rare, une des conséquences du succès de la vaccination, c'est une bonne chose. Donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte dans l'évaluation du risque. Plus important, la mortalité liée à la diphtérie peut être extrêmement élevée, comme on l'a vu au Nigeria.
Et cette mortalité est liée à plusieurs facteurs, dont certains ont déjà été évoqués. L'index extrêmement bas de suspicion, que ce soit chez les cliniciens, que ce soit chez les communautés, dont ça entraîne un retard au diagnostic, un retard à la connaissance, disons, à la prise en charge. Et même lorsque le cas est identifié, il y a la prise en charge des cas par les cliniciens n'est pas très bien connue. Et parfois, il y a même une limite à l'accès des outils de prise en charge comme les antibiotiques ou la diphtérie antitoxine. Donc, quels sont les éléments de preparedness sur lesquels il faut se focaliser? On a parlé déjà du risk assessment. Il faut évaluer son risque. On va revenir dessus. Quels sont les facteurs liés à la surveillance et à l'identification précoce des épidémies? Quelles sont les capacités locales de laboratoire pour confirmation? Et quelles sont les capacités de prise en charge? Et quelle est la capacité du pays à mettre sur pied une vaccination de riposte rapide avec le Penta ou le TD? Ce tableau-ci résume un peu ces éléments de prise en charge-là, disons ces éléments d'évaluation du risque. Lorsqu'on voit le risk assessment, le profil immunitaire de la population, de la communauté à risque, la densité de la population, plus la population est dense, plus la maladie se propage. Il y a des environnements spécifiques comme les prisons. L'épidémie en Afrique du Sud, c'était dans une prison, et les dortoirs dans les campus universitaires, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Et aussi, regarder un peu l'épidémiologie de la diphtérie dans les environs. Est-ce qu'il y a un district qui reporte des cas? Est-ce qu'il y a un pays frontalier qui reporte des cas? Donc ça, c'est des éléments de risk assessment dont il faut tenir compte. Et améliorer la surveillance et le diagnostic précoce. Et il faut renforcer l'index de suspicion au niveau des cliniciens. Lorsqu'on a des cas suspects, briefer rapidement les cliniciens sur la possibilité, n'est-ce pas, de la diphtérie, et renforcer les protocoles de notification. Dans la plupart des pays, la diphtérie n'est pas une maladie qui est à notification obligatoire. Donc, très souvent, il faut mettre sur pied un protocole rapide de notification. Et sans créer la panique, comment renforcer, n'est-ce pas, les connaissances de la communauté pour favoriser le diagnostic et la notification précoce. Et le laboratoire est une composante essentielle de la riposte et du preparedness. Est-ce que le laboratoire est en mesure de faire la culture? Est-ce qu'ils sont en mesure d'identifier les variantes toxigéniques de la bactérie? Est-ce qu'ils sont capables de faire des tests de sensibilité antibiotique? Ça, c'est extrêmement important pour s'assurer que l'antibiothérapie qui est proposée pour la riposte est adéquate, parce que certaines bactéries ont développé des résistances assez étendues pour beaucoup de classes d'antibiotiques. Et finalement, quels sont les éléments de la prise en charge? Est-ce que les cliniciens sont formés? Est-ce qu'ils ont accès au traitement? Est-ce qu'ils ont accès aux outils tels que les antibiotiques? Est-ce qu'ils ont accès au sérum antidiphtérique? Et tous ces éléments de préparation, évidemment, sont, n'est-ce pas, sous-tendus par le leadership, la coordination, sont centrés sur la communauté, sont centrés sur les partenaires, et puis doivent être intégrés vraiment dans les programmes de vaccination de routine. Juste un dernier mot avant de conclure sur le sérum antidiphtérique. Il est essentiel, n'est-ce pas, à la gestion des cas sévères de diphtérie. Et malheureusement, à cause de la rareté de la maladie, il y a très peu de compagnies, n'est-ce pas, qui produisent le sérum antidiphtérique de façon routinière. Et lorsque l'UNICEF a fait une espèce de revue de potentielles compagnies qui peuvent fournir le sérum antidiphtérique, il y en a très peu. Et la plupart des compagnies qui existent produisent essentiellement le sérum antidiphtérique pour usage domestique. Et ils sont capables d'améliorer la production si on leur fait la demande, mais il y a un délai de 2 ou 3 mois. Donc, ce qui fait que la disponibilité au niveau global, n'est-ce pas, du sérum antidiphtérique
pour la préparation aux épidémies ou la riposte aux épidémies est extrêmement limitée. Donc, le peu de doses qui existent actuellement, nous les réservons surtout pour les pays qui ont déjà des épidémies confirmées de diphtérie. Donc, au niveau global, il y a une équipe qu'on appelle le Diphtheria Antitoxin Allocation Team, dont je fais partie et qui comprend l'OMS, l'UNICEF. Et on discute toutes les 2 ou 3 semaines pour savoir comment on va distribuer au niveau global les rares doses de sérum antidiphtérique qui sont disponibles. Donc, juste pour conclure, les outils, n'est-ce pas, de préparation et de riposte aux épidémies de diphtérie sont assez rares parce que la maladie, depuis très longtemps, n'est plus un gros souci. Donc, il est essentiel que les pays échangent. Et c'est pour cela vraiment que je remercie et je félicite très sincèrement les autorités du PEV du Cameroun d'avoir pris cette initiative d'inviter le collègue du Nigeria et surtout de continuer cet échange-là parce que le Nigeria qui est en épidémie depuis plusieurs mois a beaucoup de choses qui peuvent nous enseigner. Ils ont développé beaucoup d'outils. Donc, j'ai eu la chance de faire partie du comité qui élaborait les guidelines de riposte pour le Nigeria. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre dans cette expérience et ces échanges entre pays est fondamental. Et encore une fois de plus, vraiment, félicitations aux responsables du PEV pour avoir organisé cette rencontre. Et je vous en remercie et à vous. Merci. Merci beaucoup, docteur Raoul. Je vais transférer vos remerciements également à mes collègues de la direction de la lutte contre la maladie qui ont l'initiative de ce webinaire, à ECHO également. Et je remercie surtout les panélistes et enfin les participants pour leur essai, en anticipant déjà leur participation active. Je vois qu'on se bouscule déjà pour prendre la parole parce que Dr Alain Blaise a déjà levé la main. Mais je voudrais demander à Dr Jean Taguébé de faire une petite wrap-up en 5 minutes, en 3 minutes même, pour terminer la phase de présentation et ouvrir la séance d'échange. C'est Dr Taguébé Jean Voisin, qui est effectivement mon voisin, peut prendre la parole. S'il est là, je n'ai pas vérifié qu'il est là. If not, I don't think that we need to summarize in English since the presentation, the slides were in English. Is there any request for English summary for the last presentation? No? OK. Comme je ne vois pas Dr Jean Voisin, je vais rapidement lancer la phase de questions-réponses. J'ai déjà trouvé jusqu'à 3 questions dans le chat. La première, c'est is there any efficient treatment for diphtheria? Est-ce qu'il y a un traitement efficace pour la diphtérie? What is the protocol physician can adopt for management in case of suspected cases in our Cameroonian context? Ça, c'est une très bonne question, c'est-à-dire quel est le dispositif de surveillance? Quelle est la conduite à tenir lorsqu'il y a un cas suspect? Par exemple, sur les questions de notification, sur les questions de prélèvement, sur les questions d'investigation. Ça, je le complète parce que moi-même, je vais poser, je trouve cette question très intéressante. Donc, j'ai noté 3 questions, 2 questions avant de laisser docteur Alain Blaise poser sa question ou bien apporter un commentaire complémentaire selon le cas. Alain Blaise, vous avez la parole. Espérant que vous êtes rentré de l'extrême nord. Docteur, je suis rentré. Je suis rentré, très content d'assister à ça. Je remercie vraiment les présentateurs. Je crois que c'était très riche. Je voulais juste, je suis obligé peut-être de voir un peu les... Merci, docteur Raoul. J'ai vu la direction C'est important, un peu les 3 directions de la prise en charge un peu. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas... Peut-être que je n'ai pas suivi l'isolation du malade. Hein. C'est pour la transmission, peut-être. Dis un peu un mot là-dessus. Vous avez parlé de l'anatoxine. Maintenant, qu'en est-il de... Est-ce que la maladie, elle est immunisante? Ça dit, et ça, c'est les cas qu'on va trouver
Est-ce que quand on fait la riposte, les personnes nous contactent des malades, est-ce qu'on les vaccine aussi? Voilà, je m'arrête ici, docteur Shalom, et congratulations vraiment à toute l'équipe du Cameroun. Et je suis honoré d'être invité à cela. À vous. Thank you, Dr. Alain Blaise. I will distribute my question. The first one to Dr. Austin. Is there any treatment for diphtheria? And what is the treatment in Nigerian context as you are in outbreak? You can also reply to any question directly in the chat pour gagner du temps. J'ai déjà oublié comment on dit l'autre là en anglais. Okay. Oui. Can I answer now? Okay. Yes, you can answer now. Yes. I have to say that there is treatment for diphtheria because we have treated some cases and discharged them. First of all, they have to present early so that they can take they will commence the diphtheria antitoxin and also commence antibiotics. WHO is recommending intravenous erythromycin, but if you don't have erythromycin, you can use any of the penicillin group antibiotics. So it's treatable, and there are no other constitutional issues with the patient. As a clinician, you handle it, but there's treatment for diphtheria. Thank you. Okay, thank you. Is there any protocol, well-standardized protocol for all health workers in Nigeria, or it is on the convenience of everyone? The Nigerian CDC have developed a protocol for case management, for treatment, and it has been disseminated to all the sub-regions and to all the case managers. So, and even we have it here. Thank you. Je sais pas, wait, yeah, okay. So that is what they've been using to manage cases, and they've been successful. Ok, c'est peut-être ma connexion qui est coupée. Vous me suivez? Docteur Blaise, Alain Blaise, tu dis que tu me suis, je vais continuer. On vous suit, Dr. Shalom. Vous êtes revenu. Vous avez disparu. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse complète, Dr. Austin. Et ça m'amène à la question sur est-ce qu'il y a une sorte de conduite à tenir dans le contexte du Cameroun face à un cas suspect de diphtérie. Je sais que je suis docteur Chanceline. Je vais sortir des panélistes pour répondre à cette question. Docteur Atangana, qui a présenté le premier cas, ou docteur Chanceline. Je suis peut-être interpellé aussi pour dire que jusque-là, ce n'est pas une maladie évitable par vaccination qui est sous surveillance. Donc, on n'a vraiment pas de protocole sur qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit prélever et où est-ce qu'on doit envoyer l'échantillon pour l'instant. Et c'est justement l'opportunité pour nous de développer ces protocoles-là à partir de l'expérience du Nigeria, mais aussi à partir des directives qui nous ont été présentées tout à l'heure par Dr. Raoul. Je ne sais pas, Dr. Chanceline, do you have anything to add or you had already started? Yes, thank you very much, moderator. Merci pour les questions, merci à tous les panélistes. Je vais simplement insister sur le fait que dans chaque formation sanitaire, il y a un point focal chargé de la surveillance. Donc, si vous avez devant vous un cas suspect de diphtérie, il faut déjà notifier ce cas-là au point focal en charge de la surveillance qui va contacter les autorités du district de santé. Il y a des outils qui existent déjà, comme on vous l'a dit avec Dr. Austin, le formulaire d'investigation et surtout le prélèvement sera fait et vous aurez des orientations pour la suite de la prise en charge du cas. C'est ce que je pourrais dire jusqu'ici. Merci beaucoup. À vous. Merci, Dr. Chanceline. Juste pour ajouter, sur la base de l'expérience du Nigeria, je crois qu'il est extrêmement important lorsqu'il y a des suspicions de diphtérie, bon, espérons que ça se confirme pas, lorsqu'il y a des suspicions de diphtérie, de rappeler aux cliniciens certains éléments fondamentaux qui peut-être existent, mais dont ils ne sont pas au courant. Et un des éléments, c'est surtout la collecte des échantillons. Au Nigeria, par exemple, on s'est rendu compte que le taux de négativité des échantillons, même, n'est-ce pas, dans les cas qui étaient fortement suspects de diphtérie, était très élevé. Donc, lorsque vous avez des cas cliniques fortement suspects de diphtérie, mais
pour lesquels une grande majorité sont négatifs, ça veut simplement dire qu'il y a sûrement un problème lors de la collecte ou de la manipulation ou l'acheminement des échantillons. Donc, c'est une opportunité, comme le docteur Shalom l'a déjà dit, pour remettre un peu toutes ces informations à jour, y compris le traitement, les protocoles antibiothérapie et autres. Mais il est extrêmement important, juste pour préciser, pour la prise en charge, n'est-ce pas? La résistance aux antibiotiques par le Corynebacterium est assez élevée. Lorsque je regarde un peu le profil d'antibiotic resistance qui sont partagés avec le Nigeria, c'est assez élevé. Donc, il serait fondamental, n'est-ce pas, lorsque on est dans une situation d'épidémie, de faire des antibiogrammes et des tests de sensibilité d'antibiotiques pour savoir un peu quels sont les profils antibiotiques pour orienter les recommandations aux cliniciens, quoi. Mais dans un contexte comme le Cameroun, où il n'y a pas encore de cas confirmés, je crois qu'on peut s'inspirer plutôt de l'exemple du Nigeria en se disant que bon, peut-être on a un profil épidémiologique similaire, donc peut-être on a si on a une épidémie de diphtérie, on aura des profils de résistance similaires jusqu'à ce que nous-mêmes, au pays, on ait la possibilité de faire nos propres antibiogrammes sur les germes en circulation. Merci. Merci, docteur Raoul. Et nous allons vous fatiguer pour la prochaine question, justement, qui est aussi une question très pertinente. C'est vu que l'immunité du vaccin baisse avec un certain nombre d'années. Après combien d'années pensez-vous que l'on puisse se faire vacciner à nouveau? En quelque sorte, est-ce qu'il y a une dose booster? Et après combien d'années après le vaccin pris dans l'enfance? Oui, tout à fait. La série, le primary series, comme on dit, de vaccination contre la diphtérie, c'est donné sous Penta, comme on le sait, à 4, 6, 10 semaines. Mais l'OMS a récemment, bon, quand je dis récemment, ça fait quand même quelques années, revu un peu son protocole d'administration du TD, le TD, vaccin qui combine diphtérie et tétanos. Et ce vaccin est administré au début de l'adolescence jusqu'à ce que la femme, en espérant avoir terminé la série vers 15 ans. Donc, on parle de plus en plus de cette vaccination au cours du life course. Mais sur la base des observations et des épidémies observées en Europe, sur un plan purement opérationnel, on se dit que l'immunité commence à décliner dans 10-15 ans. C'est pour cela que la plupart des épidémies qu'on observe sont souvent au niveau de la fin de l'adolescence. 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, quand les enfants commencent à entrer à l'université. Donc ça, c'est un peu ce qu'on observe. Donc sur un plan purement opérationnel, on peut dire que cette immunité commence à décline après une dizaine, une quinzaine d'années. Là, on parle de la vaccination primaire qui est donnée chez les enfants. Et c'est pour cela qu'il y a tous ces changements, ces révisions de protocole pour administrer la vaccination, mais déjà juste au niveau de la fin de l'adolescence. Donc, avant que surtout les femmes entrent dans la période dans le reproductive life. Donc, ça, c'est un truc. Mais dans le cas d'une riposte à une épidémie, la recommandation qui a été faite au Nigeria et appuyée par l'OMS et l'UNICEF, c'était que les répondants soient vaccinés contre la diphtérie. Donc, on parle des personnels de santé qui doivent être vaccinés contre la diphtérie et avec le vaccin TD, qui est administré aussi en 3 doses et espacé au minimum, n'est-ce pas, de 4 semaines. Donc, c'est un peu ça. L'idéal pour le Nigeria, d'après ce qu'ils voulaient, c'était de vacciner le maximum de gens jusqu'à l'âge de 25 ans. Mais évidemment, dans un pays de cette taille, vous imaginez un peu ce que ça demande comme vaccin. Donc, ils ont fait le choix difficile de limiter, n'est-ce pas, les tranches d'âge de vaccination de 6 mois à 15 ans. Et entre 6 mois à 9 mois, ils ont à 4 ans, ils ont fait le Penta. Au-dessus, ils administraient le TD, si je me souviens très bien. Thank you very much, Dr. Raoul, for
this useful information. Mais pour le contexte du Cameroun, je crois qu'il y a une recommandation d'introduire un rappel avec le TD pendant l'adolescence qui n'est pas encore effectif, justement parce qu'il faut aussi penser à l'accessibilité en termes de coûts pour ce qui concerne les vaccins. Mais je pense que pour les femmes qui sont en âge de procréer, le vaccin contre le tétanos au Cameroun est un vaccin combiné tétanos et diphtérie et ne devrait pas avoir de problème de déficit immunitaire pour ce qui concerne la diphtérie, au moins pour celles qui ont déjà accouché parmi les personnels de santé. Je voudrais demander aussi à Dr Atangana quel est le devenir de l'enfant si on a une idée. Est-ce qu'on a, puisqu'on n'a pas pu isoler le Corynebacterium, on ne peut pas aussi avoir le profil de résistance aux antibiotiques, mais le devenir de l'enfant peut aussi aider à avoir une idée de ce qui présage en fait une épidémie si cela survient au Cameroun à l'échelle que le Nigeria est en train de vivre actuellement avec plus de 19 000 cas et 574 décès. C'est quand même énorme même si on met à l'échelle de notre pays. Mais j'ai une dernière question qui est dans le chat avant que Dr Atangana ne prenne la parole. Can we have the standardized case definition, notification, and investigation form alongside the presentation given here? Can the Dr. Austin share the Nigerian case definition notification form if we don't have here in Cameroon? I think Dr. Shamsuddin and I, we are planning for a discussion to have a standardized form in Cameroon, but it will be helpful for us to use what is available in Nigeria. Please, Dr. Austin, can you share with us your investigation form or also the case definition alongside the presentation, the slide? Yes, I will get the soft copy of the case definition and the case investigation form from the state surveillance officer and send to you. Just send me the contacts to send to you. I will send it. Très bien, merci beaucoup. Je parle aussi au nom de Dr Linda, Dr Shamsuddin, et que le Cameroun n'a pas le choix que d'avoir ces outils de manière standardisée pour faciliter la surveillance quand on est déjà à ce niveau-là. Docteur Atangana, pour la dernière question, puisque je ne vois pas d'autres questions dans le call, et nous sommes à 15h13 et nous avons fait une très belle session en si peu de temps ayant couvert toutes les questions. D'accord. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole passée. Pour ce qui est du devenir du cas, je vais commencer par la période où nous sommes entrés où nous avons eu l'information et nous sommes entrés en contact avec la famille. On a recommandé qu'ils viennent à la fondation et la présentation clinique était celle où il y avait déjà eu disparition des fausses membranes et toutes ces lésions que nous avons présentées. Mais l'enfant présentait toujours une dysphagie il faisait régulièrement des fausses routes lors de son alimentation. Et nous étions en contact avec l'équipe de la fondation tout à l'heure qui nous a tenu informés du fait que dans un tableau de convulsion tonico-clonique généralisée, l'enfant a fait un arrêt cardio-respiratoire et il n'est plus. Donc, je suis tristé de l'annoncer. Très bien, docteur Atangana, mais ça fait quand même, oui, c'est assez triste, on le conçoit. Ça fait une présentation complète de votre case report pour avoir le devenir. Est-ce que, voilà, ça ouvre d'autres questions, justement. Des convulsions, ça ressemble un peu à des toxines diphtériques qui se sont assez libérées beaucoup, même après la disparition des fausses membranes. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vais demander à notre expert, docteur. Avant ça, hein, j'ai la question de Dr. Bilunga for Dr. Austin. Can we send our sample to Nigerian laboratory? And what will be the modality to send the sample from here?
to Nigeria? And there is another question. Est-ce que la diphtérie est une maladie immunisante? Est-ce que lorsqu'on survit à la diphtérie, on acquiert l'immunité? Voilà, une sorte de dire, est-ce que les survivants sont déjà immunisés contre la maladie? C'est vrai qu'il ne faut pas survivre à la diphtérie, hein. Quelqu'un qui produit les toxines, il ne faut pas se laisser exposer pour survivre à ça. Très bien. Dr. Austin, can you help us have a discussion on how to send our sample to Nigeria? I think your Public Health Institute can get across to the Public Health Institute in Nigeria, the NCDC, to find out how they can send sample to the National Reference Lab or any other lab within Nigeria. So you can then initiate that government-to-government initiation, and that will work faster. Yes, we do have a transport task force and meeting. That will be a great subject of the next meeting. Thank you, Dr. Austin. On n'oublie pas Dr. Chanceline. Docteur Raoul, est-ce que c'est une maladie immunisante? Oui, juste pour rebondir dessus, la diphtérie n'est pas une maladie immunisante. Pensons un peu au tétanos, quoi. Alors, il y a un vaccin très efficace qui fonctionne, une maladie qui doit sa gravité à la toxine qui est produite par la bactérie. Donc, elle n'est pas immunisante et c'est pour cela que les protocoles de prise en charge recommandent, après qu'on soit guéri de diphtérie, d'initier immédiatement la vaccination. Parce qu'il faut reconnaître que la vaccination, c'est essentiellement contre la toxine et non contre la bactérie. Et juste pour conclure, oui, juste pour conclure pour le cas, vraiment, c'est regrettable ce qui arrive, que ce cas soit décédé, mais le contexte clinique qui a été brièvement décrit, là, les circonstances du décès, je crois, augmentent la suspicion de diphtérie dans ce cas-ci. Merci. OK, très bien. Nous sommes à 15h17. C'est vrai qu'il y a une dernière question. Si on a vérifié s'il y a il y a des laboratoires privés au Cameroun qui peuvent avoir les milieux de culture. Je pense que le Dr Atangana a beaucoup exploré sur cette question. On n'a pas eu la possibilité au Cameroun de faire la culture. Comme Dr Raoul... Oui, Dr Shalom, une des possibilités, c'est explorer aussi la contribution des partenaires de l'OMS, du CDC local, pour voir dans quelle mesure ils peuvent appuyer un renforcement en urgence des capacités de laboratoire pour le diagnostic. Merci. Exactement. Oui, j'étais en train de souligner qu'on a fait d'énormes progrès dans la vaccination au point où on a fait disparaître pratiquement complètement cette maladie et il n'y avait pas de raison pour des laboratoires d'acquérir des milieux de culture qui sont très chers et qui ne sont pas utilisés. Dans le développement d'un programme national de vaccination, lorsque la perception des risques baisse pour l'ensemble des maladies, les questions d'infodémie et les questions de désinformation prennent souvent le dessus parce que le risque n'est pas perçu. On arrive à cette situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec la résurgence, pas seulement de la diphtérie, peut-être de la coqueluche plus tard, puisque les vaccins sont combinés et à les mêmes profils d'immunité. Lorsqu'on peut avoir une épidémie de diphtérie, on peut aussi facilement avoir pour la coqueluche. Et nous sommes toujours dans les résurgences des épidémies pour la rougeole. Je voulais préciser cette question-là pour dire qu'il faut encore retourner à la refondation pour maintenir ce statut qu'on a d'élimination de maladies comme la coqueluche et la diphtérie. And the last person to take the floor will be Dr. Jean Voisin Tagueboui, qui s'est connecté avec un autre nom pour un wrap-up rapide de 1 minute 30 pour fermer à 15h20. Mais avant lui, je voudrais me joindre à Dr. Chanceline, qui a remercié tout le monde, les participants, d'avoir été très actifs et très utiles au cours de ce webinaire. Docteur Jean Voisin, est-ce que vous pouvez prendre la parole maintenant? Bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. Est-ce que vous m'écoutez juste pour que je puisse parler? On vous écoute très bien. OK, bonsoir à tous et vraiment merci du partage. Je merci pour les présentations. Je suis tout à fait désolé pour ce qui est arrivé à cet enfant qui est décédé il y a
il y a quelques minutes et dans un tableau de convulsion. Pourtant, il allait pourtant plutôt bien. Euh, ce n'était plus à la mort qu'on pensait. Par contre, nous étions en train d'explorer aussi d'autres diagnostics différentiels. Vous savez, les angines à fausse membrane, il y a pas mal d'autres étiologies, notamment la mononucléose, et également sur des lésions c'est-à-dire qui ressemblent aux fausses membranes, on peut avoir le cratère aussi de certains abcès amygdaliens. Malheureusement, nous avons fait des prélèvements et comme je présageais, comme je présageais, ces prélèvements pouvaient véritablement être négatifs parce que déjà pour prélever pour une diphtérie, il faut savoir bien le faire parce que si on ne le fait pas bien, en fait, les chances de ne pas trouver le coroné bactérie diphtherium, c'est les très, très élevés. Et les meilleurs examens, bien sûr, aujourd'hui, c'est les PCR, c'est pas la culture. Les cultures aussi ne rassurent, c'est-à-dire que ne rassurent pas aujourd'hui car la bactérie, elle est très, très fragile. Et même le milieu de transport, c'est-à-dire elle est assez spéciale pour faire le diagnostic de la diphtérie. Pourquoi nous avons pensé également au diagnostic différentiel chez cet enfant? C'était en raison de l'évolution de la maladie qui n'était pas complètement et seulement celle d'une diphtérie. Nous avons fait une sérologie VIH chez cet enfant qui est revenu négatif. Nous avons essayé d'enquêter sur les vaccinations. La maman affirme avoir vacciné jusqu'à l'âge de 9 mois, ce qui présage en fait de 3 doses de vaccination. Certes, nous n'avons pas vu les carnets de vaccination, donc d'où un peu le doute, mais quand ça ne tient, c'est-à-dire cette présentation que nous avons eue en clinique, c'était probablement une diphtérie pharyngée et laryngée, car il y avait un bon groupe, le patient n'arrivait pas à parler et quand il ouvrait la bouche, on avait les fausses membranes qui étaient claires au début et qui a été présentées sur les images, même si elles avaient déjà disparu. Cet enfant n'a pas reçu un très bon traitement au départ. Normalement, le traitement, c'est de mettre plutôt la pénicilline G cristalline. Il a reçu plutôt l'amoxicilline aciclavulanique qui n'apporte pas absolument la même réponse. Plus tard, il a reçu de l'azithromycine. Je crois que c'est au 5e jour aujourd'hui qu'il décède sur azithromycine. Et vous êtes tous sans savoir, et comme dans les présentations, l'a constaté, le traitement, ce n'est pas de tuer, ce n'est pas véritablement l'éradication seulement la bactérie, c'est absolument d'aller capter les toxines, ceci avec le sérum. Je pourrais dire que, bien sûr, le problème reste la vaccination. S'il y a un relâchement avec la vaccination, notamment avec la pandémie COVID-19, il faudrait craindre que l'épidémie du Nigeria s'exporte au Cameroun. Et comme vous l'aviez tout à fait Docteur bien... Jean Voisin, je pense qu'on vous a perdu. Ah, je disais, vous m'avez perdu, ça fait longtemps? Non, on vous Moi, je écoute. ne vous ai pas perdu. Hein. Ah, d'accord, merci. Donc, je disais que avec le relâchement de la vaccination de routine, surtout au cours de la COVID-19, même si le cas que nous avons eu n'est pas peut-être, parce qu'il faudra bien le confirmer, peut ne pas être une diphtérie, il faudrait bien craindre qu'avec le relâchement de la vaccination de routine, que l'épidémie qu'on a au Nigeria puisse s'exporter ici et qu'il faille, même si à jamais ce cas n'est pas confirmé, remettre bien sur pied les moyens de surveillance et pourquoi pas mettre à disposition
les moyens de prise en charge, notamment avoir une réserve de sérum antidiphtérique et bien sûr qu'on ait aussi de la pénicilline G cristalline à disposition dans les hôpitaux. Le reste, il faudrait bien pouvoir suivre, faire la surveillance, remettre les fiches de surveillance en circulation parce que, ben voilà, même pour retrouver la fiche de surveillance de la diphtérie, ce n'était pas tout à fait une évidence. Et comme l'a si bien dit mon prédécesseur, il faudrait savoir, c'est pas une maladie immunisante, donc avoir une diphtérie n'exclut pas qu'on fasse une autre épisode et qu'à la fin d'une maladie, il faudrait bien vacciner comme dans le cas de tétanos. Je crois qu'il ne devrait pas vous garder en haleine. Je n'ai pas plus que cela à partager. Je suis tout à fait désolé qu'on ait pu perdre ce patient. Mais comme on a ces prélèvements, l'opportunité peut-être d'envoyer cela pour des PCR serait une bonne chose. Mais également, je voudrais signifier à tous ceux qui sont à ce webinaire que la négativité de la PCR n'exclut pas non plus une diphtérie. J'ai vu sa radiographie du thorax et aussi j'ai dû penser à une tuberculose. J'ai dû vouloir éliminer. Ce n'est pas que la tuberculose fait un dyspnée laryngé et pharyngé avec des fausses membranes, mais c'est juste que sa radio présentait une image un peu miliary-like qu'on peut également avoir dans les diphtéries et parce que ce patient présentait une détresse respiratoire légère. Voilà un peu ce que je peux partager avec vous. Malheureusement, nous avons perdu le patient. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, docteur Jean Voisin, et bon courage à vous là-bas. Nous allons mettre fin, malheureusement, à cette session qui commençait déjà à être très intéressante. Nous avons été une centaine à participer à ce webinaire. Je sais qu'il y a des gens qui sont connectés avec plusieurs appareils à la fois, mais je considère qu'on a été presque une centaine à participer au webinaire. Je voudrais remercier chacun d'entre vous pour cette participation. La formation n'est pas finie. Docteur Chanceline annonce une autre session sur la dengue qui menace aussi parce qu'il y a des épidémies au Tchad, si je ne me trompe pas. Et il faut qu'on ait une petite séance de formation aussi, pas de formation, de briefing sur cette dengue. Docteur Chanceline, peut-être tu veux l'annoncer toi-même. Sinon, pour moi, c'est déjà bon. Les présentations vous seront partagées ainsi que les documents qui sont demandés dans la plateforme IECO, comme je l'ai lu dans le chat tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. C'est un honneur pour nous de vous avoir. Thank you very much to all the experts. Thank you to the participants. We are very grateful you had time to join this webinar. Next week, we are going to continue with dengue fever, which is ongoing in Chad. And we already have the approval of one of the members of the Emergency Operations Center to share with us his experience in the management of dengue fever. Donc, ne ratez pas la semaine prochaine, vous recevrez les mêmes liens pour vous inscrire au webinaire qui est consacré à la dengue, qui est une arbovirose et qui est une fièvre hémorragique pour laquelle le Cameroun est à risque parce que nos voisins de la République du Tchad enregistrent actuellement une épidémie. Et l'un des experts a déjà donné son accord pour présenter leur expérience mercredi prochain, même heure. Merci encore à tout le monde. Thank you very much. Merci, monsieur le modérateur, pour votre excellent travail durant cette réunion. Merci à tous ceux qui ont pu se connecter. It is over. Thank you very much. Merci, docteur. Merci à vous. Merci beaucoup à tous les experts. Thank you, Dr. Austin. Merci beaucoup à tous. Thank you for having me. Pour les divers, ouvrons la caméra avant de partir. Désolé pour le bébé. On n'a même pas fait une photo. Ouvrez vos caméras, on voit où vous êtes avant de partir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bon. Merci beaucoup. Content de vous voir. Merci. Merci.
Au